Affaire Norbert Zongo, 24 ans après, quelle suite donner à cette affaire, mise en place du fonds de soutien pour l'effort de guerre et supposée présence de Wagner au Burkina Faso? Qu'en est-il exactement? Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour et voici le menu pour ce numéro de votre émission, La Tribune des Éditos. C'est un rendez-vous de votre télévision True TV pour décrypter, analyser et parcourir l'actualité nationale et internationale à travers les commentaires et analyses des différents médias. Pour ce numéro, je suis accompagné par Issa Sigiré, il est journaliste aux éditions Le Pays. Bonjour. Bonjour téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs de la radio Watt FM. Bonjour également à Albert Nagrego, il est le directeur de publication du journal en ligne libreinfo.net. Bonjour à vous. Bonjour. Nous avons à ma droite Daouda Kinda qui est journaliste au journal Le Quotidien. Bonjour. Bonjour. Et enfin, nous avons Aimé Nabaloum, il est le rédacteur en chef du journal Le Reporter. Bonjour à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. 24 ans après l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo, le procès se fait toujours attendre. Au niveau des colonnes de vos journaux, les éditions Le Pays se sont intéressées à la question à travers un édito intitulé « À quand le procès ?» Issa Sigiré. Alors la question est posée à tous les Burkinabés, à la justice burkinabé, à toutes ces personnes éprises de justice, et on n'a pour l'instant pas de réponse. On ne peut que relancer la réflexion afin qu'on puisse ensemble chercher des voies et moyens pour que le procès ait lieu, parce que la famille est toujours dans cette douleur. On se rappelle que sa mère lançait un cri d'alerte en disant qu'elle attendait ceux qui avaient tué effectivement son fils, mais jusque-là elle est décédée, elle n'a pas vu ce procès. Mais qu'à cela ne tienne, beaucoup de Burkinabés restent toujours mobilisés, à savoir les organisations de presse burkinabé, les organisations des droits de l'homme au Burkina Faso, ailleurs, sont mobilisés pour que justice soit faite pour Norbert Zongo. Il y a eu quand même quelques avancées notables, on pourrait le dire ainsi, parce qu'il y a des personnes qui sont déjà formellement inculpées dans cette affaire, même si certains d'entre eux sont décédés. Il y a le suspect principal, à savoir François Compaoré, ce qui pèse les soupçons qui aujourd'hui en France, qui en principe devait être extradé, mais la justice est ce qu'elle est aujourd'hui. On est encore au niveau de la justice européenne où pour l'instant son extradition a été suspendue, mais qu'à cela ne tienne, la justice est dans l'attente toujours pour que justice soit rendue à Norbert Zongo. Mais il faut dire aussi que c'est l'occasion qui lui est donnée pour se défendre dans cette affaire, parce qu'il a toujours clamé son innocence. Et quand on regarde le processus ou la justice burkinabé ces dernières années, on sent qu'elle tente tant bien que mal à se libérer des griffes du politique. Et donc il pourrait bien saisir cette aubaine-là pour quand même laver son honneur, parce que on ne peut pas se cacher derrière cette histoire de réconciliation nationale ou encore une supposée cohésion pour chaque fois rejeter ce dossier qui fait partie des dossiers emblématiques. On a vu le dossier Thomas Sankara qui a été jugé, celui de l'étudiant Dabo Boukari qui a été également jugé. Donc on pourrait dire que c'est le seul dossier emblématique qui reste encore dans les tiroirs de la justice burkinabé. Donc les uns et les autres ont intérêt à s'activer afin que la vérité soit connue et su. S'il y a des coupables, que ces derniers soient punis, et pas forcément pour leur faire du mal, mais aussi pour des questions pédagogiques. Il est inconcevable que dans un état dit de droit, qu'un justice soit non seulement assassiné, mais brûlé comme Norbert Zongo l'a été. D'accord. Alors Albert Nagrego, ça fait tout de même 24 années qu'on attend ce procès qui se fait toujours attendre. Qu'est-ce qui coince selon vous? Non, à notre avis, on ne va pas dire qu'il y a quelque chose qui coince. Ce sont des questions de procédure, c'est tout.
Parce qu'on sait que le dossier a été rouvert en 2015 avec la transition. Et jusqu'à ce jour, je pense que l'instruction a été bien menée au niveau du tribunal de la justice burkinabé. Et un mandat d'arrêt international a été émis. Le mandat d'arrêt a été exécuté également en 2017 avec l'arrestation de François Compaoré à Roissy-Charles de Gaulle à Paris. Et je crois que toutes les instances judiciaires au niveau de la France ont donné leur décision favorable à une extradition. Il a fait appel devant la Cour européenne des droits de l'homme et aujourd'hui le dossier également est en cours parce que on se souvient que sous Damiba, la France avait demandé au Burkina Faso des informations complémentaires pour répondre à la Cour européenne des droits de l'homme. Et je sais que le 13 décembre, dans une interview, l'un des avocats, M. Prosper Farama, disait que le Burkina n'est pas parti dans cette affaire, mais dans l'affaire d'extradition, je veux dire, mais c'est la France, l'État français et puis la Cour européenne des droits de l'homme. Donc aujourd'hui, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer entre les deux. Donc, mais cela n'exclut pas un procès, en fait. À mon avis, ça n'exclut pas un procès. Sauf que l'idéal, c'est d'avoir François Compaoré à côté, mais il faut se préparer à tous les scénarios, c'est ce que je dis. Parce que je touche du bois aujourd'hui, François Compaoré peut ne pas être là, mais ça ne veut pas dire qu'on va enterrer le dossier. Donc il faut se préparer à tous les scénarios et puis espérer que l'arrivée de François ou l'extradition de François Compaoré soit un bonus. Maintenant, le contexte politique actuellement fait craindre aussi, il faut le dire, on ne peut pas nier cela. Sous le régime Kaboré, on aurait pu espérer encore une évolution rapide des choses, mais les avocats jouent sur des questions de garantie des droits, des questions de leurs clients, et après, quand un coup d'État arrive dans un pays, on est tous d'accord que dans certains États qui regardent de loin, ils se disent que ça va empiéter un peu sur les droits, des droits humains, la liberté, tout ça, et donc on a subi 2 coups d'État en une année, et j'imagine bien, dans ce contexte aujourd'hui, quelle peut être une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, avec les mélanges politiques qui interviennent, je vais dire, des choses qu'on n'a pas encore de confirmation, mais des questions de Wagner, des questions également des rapports des droits humains qui sont chaque fois présentés. Ça peut jouer d'une manière ou d'une autre aussi dans une éventuelle extradition. Mais on garde espoir qu'il sera extradé. On garde espoir. Et au niveau du journal Le Quotidien, on s'est également intéressé à ce dossier emblématique. Et l'édito est intitulé « Affaire Norbert Zongo, il est temps d'en finir avec le dossier ». Justement, il est temps d'en finir avec ce dossier parce que 24 ans à rechercher un coupable, ça devient, j'allais dire, lassant. Pour nous, au journal Le Quotidien, on estime que l'absence de François Compaoré ne doit pas empêcher la tenue d'un procès. On a vu l'exemple avec le procès Thomas Sankara. Blaise Compaoré n'était pas là, mais le procès a pu se tenir. Il a été jugé par contumace. On peut tenir le procès et juger François Compaoré ici par contumace. Et Albert Nagrongo l'a relevé tout de suite. On touche du bois si François Compaoré n'est pas là. Est-ce qu'on va enterrer le dossier? Non. Donc, si c'est l'absence de François Compaoré qui pose problème, nous pensons que non, il n'y a pas lieu de retarder. On peut tenir le procès, le juger par contumace parce qu'il y a d'autres accusés qui sont là. Il y a plusieurs personnes qui ont été inculpées dans ce dossier. Donc on pense qu'on peut tenir ce procès-là parce que le 24 ans, c'est difficile pour la famille Norbert Zongo, c'est difficile pour le Burkina Faso, c'est difficile pour les journalistes, c'est difficile pour les personnes épris de justice. Donc c'est très important d'aller vers un procès, de tenir ce procès-là pour que le Burkina Faso puisse quand même souffler, parce que ça fait quand même déjà plusieurs années que chaque fois il y a des manifestations. Enfin, peut-être ces dernières années, il n'y a pas trop de manifestations comme ça pour réclamer vérité et justice pour Norbert Zongo, mais ce dossier-là a quand même fait couler beaucoup d'encre de salive, donc il est temps d'en finir. On ne peut pas rester là à s'éterniser. Et sur ce dossier, il faut en finir pour que quand même ce dossier-là soit enterré définitivement. D'accord. Alors, Aimé Nabaloum, vous êtes le rédacteur en chef du journal Le Reporter. L'extradition de François Compaoré se fait toujours attendre. Est-ce que vous êtes d'avis avec Le Quotidien que le procès peut se faire sans lui? Oui, c'est possible. Le Burkina, ou du moins la justice burkinabé, n'inventerait rien en la matière. Des situations se sont déjà présentées à travers le monde, et y compris chez nous. Donc le procès peut se tenir donc, sans le suspect
François Compaoré. Maintenant, pourquoi jusque-là cela ne se fait pas? Est-ce que la volonté réelle de certaines parties serait que François Compaoré lui-même soit présent à la barre pour pouvoir répondre véritablement? Au fond, quand on se pose la question, pourquoi on s'attarde trop sur ou on fait de la fixation sur la personne de François Compaoré autour donc de ce dossier, quand on sait que le dossier Norbert Zongo, 24 ans après, les confrères l'ont dit, c'est l'un des dossiers qui cristallise donc le climat national. Il est temps, comme l'a dit le confrère du quotidien, il est donc temps d'en finir avec, pour permettre à la famille, pour permettre aux différentes entités, les défenseurs des droits humains, la presse, la communauté nationale elle-même, donc pour permettre à tout ce monde-là donc de faire le deuil et de passer véritablement à autre chose, tout en construisant bien sûr sur ces bases-là, sur la base de ces procès et de ces décisions judiciaires que nous avons commencé à enregistrer là, sur ces bases, commencer à se bâtir maintenant un véritable destin, une véritable volonté de vivre ensemble, et que des choses pareilles n'arrivent plus, quoi. D'accord. Issa Sigede, vous le dites dans votre édito, la justice attend François Compaoré, qui est cité dans cette affaire. Des assurances et des promesses avaient été faites, mais toujours rien. Oui, toujours rien, parce que certains l'ont relevé sur ce plateau, notamment Albert Nagringo. Le mandat d'arrêt international avait été exécuté dans un premier temps avec son arrestation en France. Et finalement, il est sur contrôle judiciaire, je crois bien. Voilà, c'est ce qui bloque en principe. Donc, notre situation actuellement n'est pas de nature à arranger ou à accélérer les choses compte tenu des 2 coups d'État que nous avons connus au cours de cette même année. Mais qu'à cela ne tienne, l'espoir est toujours permis, parce que le mandat d'arrêt international est toujours en cours. Et on espère que les autorités, parce qu'aujourd'hui nous sommes un peu malheureusement sur le volet politique, c'est à nos autorités aussi de faire de ce dossier-là une préoccupation ou un intérêt particulier, afin que les choses puissent aller vite, et donner également des gages afin que François Compaoré puisse être extradé. Mais qu'à cela ne tienne, même sans François Compaoré, ce dossier peut être jugé. On l'a vu avec le dossier Thomas Sankara, où Blaise Compaoré, l'un des accusés principaux, n'était pas là, mais le dossier a été jugé. On a vu aussi sur d'autres cieux. Mais en attendant, on va espérer que François Compaoré soit extradé, parce qu'on n'oublie pas que dans ce dossier, Norbert Zongo enquêtait déjà sur la mort de David Ouedraogo, qui était déjà le chauffeur de François Compaoré. Donc ça peut être à la fois 2 dossiers, 2 parents qui attendent. Et on espère que lui aussi viendra laver son honneur, si tant est qu'il n'est pas responsable dans ce dossier. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est un présumé innocent, tout comme présumé coupable. Sa culpabilité n'a pas été prouvée. Donc il a encore les cartes entre les mains pour pouvoir laver son honneur, ou encore se faire blanchir dans cette affaire. D'accord. Alors Albert Nagringo, on sait que les avocats de François Compaoré ont toujours pointé du doigt la justice burkinabé en termes d'absence de garantie. Aujourd'hui, on parle de faire ce procès en l'absence de François Compaoré. Est-ce que le procès aura encore la même valeur en son absence? Non, ce n'est pas la même valeur. C'est-à-dire que là, parce qu'on aurait aimé l'avoir et puis entendre ce qu'il va dire. Mais dans tous les cas, François Compaoré peut venir et puis choisir comme stratégie le mutisme devant le tribunal. On l'a vu avec Hissène Habré à Dakar, dans le cas des victimes du Tchad. Donc, on peut aujourd'hui s'acharner, on peut aujourd'hui chercher François Compaoré et puis arriver et puis choisir comme ligne de défense le silence. Et puis
finalement, on est là, on a François Compaoré, mais on n'est pas satisfait. Dans tous les cas, il serait intéressant, parce qu'on sait qu'ils jouent peut-être sur le temps. Ils se disent que le temps sera à leur faveur. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est arrivé du 24 janvier jusqu'à ce jour suffisent pour être des arguments pour les avocats devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et ces arguments, c'est comme on l'a soulevé tout à l'heure, c'est des arguments politiques, notamment le changement des régimes, la question également de respect des droits humains. Si aujourd'hui on tombe dans un débat qui va enfler avec la question d'arrivée de Wagner, la question également du terrorisme, tout ça, ça pourrait être mis ensemble devant la Cour européenne des droits de l'homme, quitte maintenant à la Cour de décider si ces arguments sont valables ou pas. Mais il faut reconnaître que ce sont des arguments au niveau international qui prospèrent, par exemple, le plus souvent. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes à l'extérieur, vous dites que dans votre pays, vous êtes attaqué de partout par les terroristes, vous avez une forte chance d'avoir une carte d'asile et d'exil, comme on le dit le plus souvent. Donc, je pense que le contexte politique aujourd'hui n'est pas un contexte forcément favorable parce qu'on n'a pas forcément les interlocuteurs en griffe démocratiquement élus, représentatifs avec qui le partenaire au niveau international échange et discute pour s'assurer qu'il y ait vraiment des garanties, parce que c'est dit que c'est des régimes d'exception, donc aujourd'hui tout ce qu'ils disent là, rien n'est garanti et puis rien ne peut assurer également la tenue des promesses, quoi. Donc c'est ça qui fait que je dis sous le volet politique, mais cela n'exclut pas toujours une décision favorable à son extradition. Et je pense que les choses sont suffisamment avancées en termes d'éléments, de pièces, mais on attend de voir quand est-ce que ça va sortir, parce que c'est aussi des cours souvent avec des procédures à n'en pas finir. À n'en pas finir. Et si c'est vraiment François Compaoré qui constitue le blocage dans ce dossier, il est temps de passer au procès, quitte à le juger par contumace. Et c'est tiré du quotidien. Justement, ce que j'avais relevé tantôt, il ne faut pas qu'on se voile la face. Si François Compaoré vient au Burkina Faso, dans ce contexte-là, c'est qu'il l'aurait lui-même décidé. Parce que la situation sociopolitique au Burkina, ça suffit déjà pour que la Cour européenne des droits de l'homme rejette son extradition. Ça demande la demande d'extradition. Parce que Albert Lagrego l'a relevé. Le terrorisme qui est là, la situation sécuritaire difficile, l'instabilité au niveau politique, tout ça, ce sont des arguments que les avocats de François Compaoré vont brandir comme trophée de guerre pour ne pas que leurs clients soient extradés. Et vous verrez, si François Compaoré vient au Burkina, je suis convaincu que ce sera sur sa propre décision. D'accord. Alors, il est question de Norbert Zongo, un journaliste qui a été assassiné dans le cadre de son travail. Au niveau du Reporter, votre édito dans la parution du 16 décembre est intitulé « Quand on est dans la vérité, la justice et la transparence, on ne craint pas la presse ». De quoi s'agit-il? Oui, c'est vrai, c'est juste, c'est notre édito donc, de la quinzaine. Alors, nous sommes partis du constat, comme tous les citoyens d'ailleurs, que les semaines et les mois passés n'ont pas été du tout faciles, ou du moins ont été particulièrement difficiles avec les journalistes, au regard donc d'un certain nombre d'appels à la violence, d'appels à s'en prendre aux journalistes, et à plusieurs reprises, plusieurs citoyens l'ont fait, et donc nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi cela. Est-ce que dans un pays, quand on n'a rien à se reprocher, est-ce qu'il faut véritablement s'en prendre à la presse par rapport à des idées ou par rapport au point de vue d'un ou de deux journalistes? Et quand on fait donc cette analyse, on se pose également la question de savoir véritablement ceux qui appellent à en finir avec les journalistes, ceux qui appellent à ce qu'on fasse
taire les journalistes. Certains même ont poussé l'outrecuidance jusqu'à citer le nom de Norbert Zongo comme un exemple donc de valeur, de dignité, tout en appelant donc à la violence ou à tuer ou à faire taire des journalistes. Il y a quand même un problème. Pourquoi vous vous en prenez à votre presse? Si vous en prenez à votre presse, si vous en prenez à vos journalistes, dans ce contexte-là, c'est qu'il y a un problème. Et nous finissons dans l'analyse en disant que ce qu'est ce pays-là, le Burkina Faso, il faut compter avec le journalisme, il faut compter avec les journalistes, il faut compter avec les médias pour ce qu'ils ont fait pour ce pays-là, pour la défense donc du droit à la vie déjà, pour la défense donc du droit d'accès à l'information pour les citoyens. Les médias, les journalistes se sont battus. Curieusement, quand nous regardons, quand nous observons, ceux qui appellent parfois à s'en prendre aux journalistes, on se pose la question, c'est ce qu'ils auraient fait comme combat, comme lutte au profit de ce pays-là, si ce n'est que des militants de la 25e heure pour ce pays. On se pose la question. D'accord. Alors, Issa Sigida, on a suivi cet édito du Reporter. Vous êtes journaliste et en tant que tel, est-ce que vous avez l'impression que la liberté d'expression a pris un coup dans ce pays? Oui, la liberté d'expression est en train de prendre un coup, mais on a toujours le temps de rectifier le tir parce qu'on a vu dans un passé récent où des gens appelaient clairement à faire taire un journaliste parce qu'il aurait donné son opinion sur une question qui touche à la vie de la nation. Ça, c'est ce qui a été rendu public, on l'a vu, et malheureusement notre police a reculé derrière cet individu-là. C'est-à-dire que la police, on a vu les images où cet appel à meurtre là est passé dans un canal, c'est-à-dire sur Facebook, il y a eu cet appel là. Et malheureusement, la même police, la police nationale, est allée procéder à son arrestation. Et sur ce même canal, à savoir Facebook, on l'a vu reculer. Et c'est là où ça pose énormément de problèmes parce que personne n'est au-dessus de la loi. Si la police peut reculer devant un individu, aussi fut-il soutien du régime ou d'un citoyen quelconque, il y a de quoi à craindre. Donc on peut dire que effectivement la liberté d'expression et même la sécurité des journalistes est en pointier parce que ça c'était ce qui était public. Mais en dessous, en sous-main, beaucoup ont été menacés ces derniers temps. On a vu dans un passé un peu plus lointain avec Bernard Boukouma. On a vu beaucoup de journalistes qui ont été interpellés. On a vu Fataf Temtoré de Omega TV aussi, qui a été entendu par la police. Des gens aussi par des messages, que ce soit sur WhatsApp ou encore des réseaux sociaux, ont reçu des menaces à peine voilées. Donc nous sommes dans un tournant plus ou moins critique. Peut-être que la situation politique, à savoir l'état d'exception dans lequel nous sommes, favorise un peu cela. Mais les autorités en place, garantes de la justice, doivent veiller à ce que les journalistes soient libres dans leur façon de faire les choses. Parce que qui dit la presse aussi parle de pluralité d'opinion. On ne peut pas tous dire la même chose, on ne peut pas tout soutenir. D'ailleurs, le rôle des journalistes n'est pas forcément d'accompagner un régime, qu'il soit démocratique ou encore qu'il soit né d'un coup d'État. C'est pas le rôle. Le rôle des journalistes, c'est d'informer. Voilà, maintenant à qui de droit de faire ce qu'il veut, des informations que les journalistes donnent. Récemment, on a vu dans le journal L'événement où on dit qu'un capitaine aurait empoché 400 millions, ça fait bruit. On a vu l'armée qui a pondu un communiqué. Voilà, on ne sait pas jusque là où on peut aller. Rien qu'aujourd'hui, je voyais
une intervention du doyen, de l'un des doyens de la presse burkinabé, à savoir Germain Bitounama, qui dit disposer des preuves que ce capitaine a effectivement empoché les 400 millions au moment où on demande aux citoyens, par exemple, de contribuer à l'effort de guerre. Si un seul individu peut se taper 400 millions aux frais du contribuable, vous voyez là où ça peut amener. Voilà où le rôle de la presse. 400 millions pour le Burkina aujourd'hui, ça peut faire beaucoup de choses dans le contexte dans lequel nous sommes. Encore faut-il que les journalistes aient la liberté la liberté d'expression, et la liberté de travailler, la liberté d'opinion, la liberté de bouger, et c'est ensemble qu'on pourra construire un état de droit. Et vous parlez de liberté d'expression. Issa Sigiré a pris le cas. Il y a eu Bena Bougma de Twi TV et Watt FM. Il y a également le plus récent Newton Ahmed Bari. Alors, est-ce que vous pensez qu'il est temps de tirer la sonnette d'alarme? C'est pas maintenant qu'il faut tirer, depuis le président d'Amiba, on l'a vu. Et puis, ça va généralement à les régimes d'exception. Malheureusement, quand le régime d'exception arrive au pouvoir, les premières heures, tout le monde applaudit parce qu'on est content de voir la tenue, les treillis, on est content de voir la rigueur, la discipline militaire. Mais après, il faut être d'accord que la liberté d'expression va se dégrader et ça va toujours de pair avec les régimes d'exception. Vous n'allez jamais voir un régime d'exception qui fait une bonne place à la liberté d'expression. Ça n'existe pas depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il fallait se préparer mentalement et psychologiquement pour attendre ces événements-là. Et donc, ça a commencé sous le président d'Amiba. On a vu comment des gros bas, des loups-bas partaient menacer des gens dans les conférences de presse sans être inquiétés. Mais c'est vite arrêté avec la fin de cette transition. Maintenant, la transition dans laquelle nous sommes aujourd'hui a aussi ces hommes de main, ces hommes qui accompagnent. Et ça, il faut accepter. Quand je vois des gens parfois dire que non, il n'y a pas d'OSC sous le président Ibrahim Traoré, je dis c'est faux. Il n'y a aucun président qui n'a pas de soutien. Il n'y a aucun président qui n'a pas de supporters. Il n'existe pas. Que ce soit en politique, des OSC, que ce soit également des hommes d'affaires économiques, que ce soit également des leaders d'opinion, des syndicats, chacun. Mais même dans l'armée, quand on arrive aux affaires, on a toujours son équipe. Ça, c'est un impératif. Maintenant, ça dépend de comment on gère ce soutien-là. Est-ce qu'on les exhibe comme ça? Est-ce qu'ils sortent pour parler dans tous les plateaux pour dire oui, c'est notre champion, c'est le meilleur de tous les chefs d'État ou pas? Ça, je ne le sais pas. Mais quelle que soit l'intégrité et l'honnêteté d'un chef d'État, il a toujours des courtisans, il y a toujours des gens qui font sa force. Et là, on est en train d'assister à ça aujourd'hui. Il faut accepter que même sur les réseaux sociaux, vous avez des informations qui sont lancées par des activistes, mais ce n'est pas anodin. Mais à côté de ça, cette liberté d'expression dont on parle, aujourd'hui c'est la presse, demain ça va être peut-être les hommes politiques, et un autre jour ça sera peut-être les organisations de la société civile. En Guinée, on a vu comment Mamadou Doumbia a menacé les OSC de ne plus manifester. Même le Front National de Défense de la Constitution, qui est l'une des OSC représentatives, a vu comment ces manifestations étaient réprimées dans la violence. Au Mali, je pense qu'il y en a eu des cas également comme ça. Donc il ne faut pas s'étonner aujourd'hui qu'au Burkina Faso, il en est. Les régimes d'exception n'acceptent pas la contradiction et c'est connu. La question de la presse, on a vu des menaces individuelles, on a vu la suspension de RFI qualifiée à tort ou à raison de normal. Après, aujourd'hui, jeudi, vendredi, j'ai lu dans l'Observateur Palga que après l'information du journal L'événement, il y a eu une réunion au haut niveau d'autres demandent la suspension du journal. Et l'Observateur parle de sources dignes de foi. Donc ça veut dire que la question a été débattue à un niveau où il faut penser à suspendre le journal. Et si on y arrivait, c'est quand même un journal légendaire, on peut le dire ainsi quand même, parce que c'est un journal aussi qui est né sous les cendres dans le fait de Norbert Zongo, voilà, qui a fait quand même un gros boulot aujourd'hui. Donc vouloir suspendre l'événement aujourd'hui, je crois que c'est suffisamment grave. À côté de ça, vous avez une sorte de communication qui est bien maquillée, contrairement au temps d'Amiba. C'est cette communication que je ne comprends pas trop, mais après je me dis c'est la presse aussi. Quand je vois par exemple la veille du 11 décembre, le 10 décembre, on a des images qui viennent de Solenzo, des militaires autour d'un mât qui dit qu'on a récupéré Solenzo. Moi je dis mais c'est de quelle victoire on parle? On n'a jamais entendu que Solenzo est tombé dans les mains des terroristes. On a plutôt laissé un espace non occupé et des groupes armés sont venus s'installer, faire leur QG. Si aujourd'hui on arrive à les chasser, c'est l'ordre normal des choses. Mais on l'a fait quoi en si peu de temps, après le discours du président de la transition ou avant son discours net,
on balance des images qui sont venues d'un canal truc, et puis on brandit ça partout, on dit c'est une victoire. Ok, une victoire d'étape militaire, mais attendons dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, voir comment cette victoire-là, on va la consolider. Est-ce que Solenzo sera l'indicateur de retour de la sécurité au Burkina? Si tel est le cas, Dieu merci, on attend de voir. Après, je vois une vidéo d'à peine 30 secondes qui montre que l'armée burkinabé a eu du nouveau matériel militaire. Mais quand on regarde la vidéo, elle ne montre absolument rien, elle ressemble absolument à rien. Mais au niveau de l'État ou au niveau du gouvernement, personne ne demande, qu'on confirme même. Mais au Mali, que nous citons aujourd'hui comme un exemple, quand du matériel militaire arrivait à l'aéroport, les autorités maliennes vont réceptionner le matériel. Et on vous dit que le Mali a reçu aujourd'hui des avions, des hélicos de temps, on a reçu de tels matériels. On n'a jamais fait un secret. L'autre chose, c'est que dans ce pays, il y a tellement de l'autocensure. Ce qui n'est pas un secret, on en fait un secret jusqu'à ce que notre Premier ministre quitte le Burkina à Katimini, chef du gouvernement à Katimini, un soir, à bord d'un avion militaire, il passe dans une capitale voisine pour aller dans un pays, Moscou, il revient encore à Katimini et après on tape la poitrine qu'on est souverain. Est-ce que jusqu'à ce jour vous avez des confirmations officielles? Mais le gouvernement n'a pas démenti. Si une semaine après une telle information, l'autorité n'a pas démenti formellement, c'est que c'est vrai. Vous voulez quoi de plus comme preuve? Quand il y a une rumeur, quand c'est faux, il faut la couper court, vite. Mais si on fait une semaine, vous et moi en tant que journaliste, si on est là pour analyser les faits, il faut savoir aussi voir les choses. Donc, moi, je n'ai pas envie de démentis formels. Donc, je prends ça comme ça. Mais c'est des erreurs qui arrivent et ça va rester toujours comme ça parce qu'on va toujours rappeler ça. Alors, avec vous, Aimé Nabaloum, il est question de communication. Oui. Est-ce que vous avez l'impression également qu'il y a des choses à revoir dans la communication gouvernementale? Oui, je pense beaucoup de choses à revoir. Objectivement, il y a beaucoup de choses à revoir. Les confrères ont suffisamment peint le tableau. Je ne peux que peut-être rallonger cette liste-là. Vous avez, depuis le 24 janvier, comment les journalistes travaillent par rapport à l'information gouvernementale, par rapport à l'information publique, comment les journalistes travaillent. À la limite, je dirais, on les a envoyés pratiquement en vacances. C'est quand le gouvernement a une activité, le conseil des ministres, quand le chef de l'État a une activité, quand le chef du gouvernement a une activité, et ce depuis janvier 2022, on vous envoie des éléments, écoutez, débrouillez-vous avec, exploitez comme vous voulez. Mais ça ce n'est pas du journalisme, ça. Et c'est fait pratiquement à dessein. Également depuis janvier, lors des premières sorties du président Damiba, qu'est-ce qu'on a remarqué? Les organisations professionnelles des médias avaient déjà attiré l'attention des autorités sur la question, où on a récupéré les appareils de journalistes, des photojournalistes, où on a détruit les éléments photos qu'il avait dans son appareil. Est-ce que c'est une manière donc de promouvoir, de respecter, simplement, est-ce que c'est une manière même de respecter le corps du journalisme? Je ne pense pas. Et par la suite, quand on regarde également certaines activités ou du moins certaines informations qui sont rendues publiques, moi je le dis clairement, qui sont rendues publiques par des activistes, des informations officiel rendu public par un activiste, moi je me pose la question. Quelle est la place que ce gouvernement, quelle est la place que ces autorités accordent aux journalistes? Malheureusement, lors de la toute dernière rencontre entre le ministre de la Communication et les responsables des médias, on a salué, le ministre de la Communication a salué le professionnalisme des médias et des journalistes burkinabés. Moi, ça fait sourire. Je me suis posé la question, mais de quel professionnalisme on parle? Mais prendre des comptes rendus et puis les diffuser, il faudrait permettre aux journalistes de prendre part aux activités. C'est ça le travail d'un journaliste. Il va sur le terrain, il recherche l'information. Mais le hic, c'est que quand vous fermez portes et fenêtres aux journalistes, il n'y a rien à faire. Il va trouver un autre moyen pour avoir accès à l'information. Et cette information que le journaliste aura, il ne faut pas vous étonner parce que c'est une information qui va faire paf. Et quand ça fait paf,
c'est ce que mon confrère Albert Nagringo a dit, ça donne lieu à des réunions de haut niveau, ça donne lieu à des colères inutiles, ça donne lieu à des tentatives donc, de bâillonnement, et là, ça n'honore personne. Une fois de plus, je dis, quand vous refusez l'information aux journalistes, le journaliste aura toujours le moyen, le dernier mot pour aller chercher l'information par sa manière. Et quand il fait sortir cette information, bien évidemment, elle va faire mouche. Et quand elle fait mouche, vous allez avoir mal. Il faut libérer les journalistes. Parce que dans notre contexte actuel, je pense que c'est des journalistes emprisonnés. Permettez-moi de me prononcer par rapport au cas de RFI. Très rapidement. Oui, très rapidement. Moi, je n'ai rien contre. Je pense quand même que la question pouvait être résolue autrement. Et je me pose également la question en tant que journaliste, après RFI, ça sera qui? Ça sera les presse burkinabé. L'exemple donc dont on parle tout à l'heure pourrait en tout cas étayer ce que nous sommes. D'accord. Et juste en 15 secondes pour compléter, il y a aussi ce fait marquant, les journalistes n'ont plus accès au Conseil des ministres, Issa Sigiri. Oui, tout ça c'est une volonté des autorités, peut-être d'empêcher ou peut-être leur façon de faire les choses, mais ça n'arrange personne comme on l'a dit. On a vu un prétendu porte-parole du gouvernement même fermer sa page Facebook de sorte qu'on ne puisse pas faire des commentaires. Vous voyez à tel point on est là où on est arrivé, et malheureusement c'est dommage, on est obligé de passer par d'autres chemins pour avoir l'information. La preuve aujourd'hui, quand ça sort, les réunions de haut niveau, ça tient peut-être des possibilités de suspension, mais je pense pas qu'on puisse intimider les journalistes aujourd'hui, parce que quand on regarde certains journalistes aujourd'hui, ils ont traversé le pire, donc beaucoup de choses sur l'air comparé jusqu'à aujourd'hui, ils sont restés droits dans leurs bottes. Il y en a qui ont quitté la presse public, comme on le dit, pour créer la presse, leur organe privé, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qui était fait. Donc c'est un leurre de croire qu'on peut faire forcément taire les journalistes, sinon que vous allez encore leur donner des sujets de débat pour en faire davantage leur travail. Et c'est pas pour rien que Norbert Zongo est du Burkina Faso. Avant lui, il y a eu des grands noms qui sont du Burkina Faso, et si on s'amuse encore, on va créer encore d'autres grands journalistes, parce qu'on ne pourra pas faire taire la presse aussi facilement. Et sur la situation sécuritaire, notamment la mise en place des VDP enrôlés, un fonds de soutien pour l'effort de guerre est en train d'être mis en place. Le quotidien en a fait un édito intitulé « Fonds de soutien pour l'effort de guerre, un appel au patriotisme et à l'engagement qui vient à point nommé ». Justement, mais avant de réagir, je voudrais réagir 15 secondes sur la liberté. Je vous en donne 10, allez-y. Ok. En fait, j'ai l'impression qu'on veut nous transformer, nous journalistes, en communicants. Ce n'est pas notre rôle d'accompagner un régime ou pas. Non, nous devons faire notre travail de façon professionnelle. Certains se disent que dans ce contexte-là, nous devons être journalistes patriotes, des journalistes VDP, enfin... Et ils mettent dedans comme des gens qui doivent accompagner. Ce n'est pas cela notre rôle. On doit nous permettre de collecter, de traiter, de diffuser l'information, pourvu que ça soit professionnel. C'est ce que je tenais à dire. Sur l'effort de guerre, il faut dire qu'au Burkina, la solidarité existe. Bel et bien. On a vu à plusieurs reprises, lorsqu'on lance un appel à la solidarité, mais les Burkinabés se déplacent et ils contribuent pour décanter les situations. Maintenant, la crainte ici, c'est quoi? La crainte, c'est le fait que les Burkinabés contribuent, ils participent massivement à l'effort de guerre qui est lancé là, et que le montant ou la somme qui sera collectée là soit détournée. En fait, c'est la crainte de détournement c'est ça un peu le bémol. On a vu l'événement qui a évoqué le détournement de 400 millions par un capitaine. Mais tout ça fait que beaucoup de Burkinabés sont un peu réticents.
Voilà, donc il faudra travailler à rassurer, d'abord faire la lumière sur cette affaire et bien d'autres, même sous Damiba, les Burkinabés ont contribué, même sous l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré, il y a des patriotes, il y a des Burkinabés qui ont contribué, beaucoup ont donné des motos, beaucoup ont donné des vivres, tous les jours que Dieu fait, il y a des collectes de fonds, il y a des dons qu'on fait. Tous les jours, absolument. Mais il ne faudrait pas qu'on détériore cette image-là avec les détournements. Et certains voient ces actions-là comme, j'allais dire, des vaches à lait pour eux, et qui vont, au lieu que cet argent-là serve à doter les forces de défense et de sécurité des moyens, de matériel pour lutter efficacement contre l'hydre terroriste là, que cette somme là, que ces ressources qui seront récoltées là servent peut-être à bâtir des villas, à acheter des voitures et tout ça pour un groupuscule de personnes, j'allais dire. Donc il faudrait travailler avec toute la rigueur pour installer une certaine transparence dans cette contribution-là, pour que ça puisse être efficace. D'accord. Alors, Aimé Nabaloum, que pensez-vous de la mise en place de ce fonds de soutien pour l'effort de guerre? Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? Ce que j'en pense, sinon que de saluer cette initiative, si ça peut contribuer à renforcer notre élan de solidarité nationale, c'est tant mieux. La mission, l'une des missions premières d'un État, c'est de protéger ses citoyens. C'est de leur permettre donc de vivre et de bénéficier donc comme les politiciens aiment le dire, de bénéficier des fruits de la croissance du pays. C'est ça le plus important. Maintenant, quand vous prenez notre cas précis par rapport donc à ce fonds, la première des questions, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau parce que c'est vrai, c'est le même MPSR, qu'il soit un ou deux, c'est le même MPSR, mais sous le président Damiba, il en avait été question. On a même évoqué un compte trésor qui avait été créé à cet effet, où les gens pouvaient faire donc des dépôts, en tout cas pour aider l'État donc dans sa lutte contre le terrorisme. Moi, j'aurais aimé qu'on nous dise que les nouvelles autorités MPSR2 essentiellement, qu'elles nous disent à l'opinion, le premier fonds dont il avait été question, voici où nous en sommes. Voici ce que nous avons pu avoir avec votre contribution en tant que citoyen burkinabé. Il y a des compatriotes de la diaspora de tel pays qui ont contribué. Voici ce que nous avons pu recueillir avec eux. Voici ce que nous allons en faire. Ce serait un minimum donc de transparence, ou si vous voulez un minimum de début de transparence. Là, on lance également d'autres initiatives. Moi, du coup, je me pose la question, est-ce que finalement, les questions de transparence ne vont pas poser problème? On est en train de matraquer pratiquement les citoyens autour de ça, au point où moi, quand je regarde à côté ce que certains sont en train de faire, comme geste, comme don, un peu, je ne sais pas, esselé ou en tout cas, de part et d'autre, j'étais en train de me demander, est-ce qu'on avait véritablement d'aller créer un fonds donc pour cela? Est-ce que les Burkinabés, de façon individuelle, sans même qu'on crée un compte ou je ne sais pas quoi, qu'on mette des structures, tout ça, qui peuvent être lourds. On a déjà un ministère en charge de l'action humanitaire. On a déjà le CONASUR. Il y en a tellement. Bon, du coup, je me pose véritablement la question. Si ça peut aider, tant mieux. Mais moi, j'aurais préféré avoir un premier bilan donc, du compte trésor et ensuite, maintenant, qu'on nous dise qu'est-ce qu'on fera avec cet argent ou ces dons que les gens, parce que c'est essentiellement de l'argent. Quand on regarde là, on parle de compte bancaire, on parle de compte paiement mobile et tout ça. En matière d'argent, avec ce qui se passe, j'ai véritablement donc des doutes. Mais si ça peut aider, comme disent les uns et les autres, alhamdoulilah. D'accord. Alors, Issa Sigéré, on parle d'une contribution de chaque Burkinabé et on parle aussi d'un prélèvement de 1% sur le salaire net des travailleurs du public comme du privé. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, l'idée, elle n'est pas mauvaise en soi. C'est une excellente idée que les Burkinabés puissent contribuer. Mais j'ai bien peur qu'on presse davantage ceux qui sont déjà pressés. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, les salariés, pour ne pas dire, font partie des personnes les moins nanties dans ce pays-là. Et avec la situation, beaucoup de Burkinabés aujourd'hui se retrouvent à un peu distribuer leur salaire comme si je peux m'exprimer ainsi. Rares sont les Burkinabés aujourd'hui qui ont à eux sur leur salaire, je veux dire, leur famille nucléaire, je veux dire. Et aujourd'hui, quand on va percevoir son salaire à la fin du mois, on est obligé d'envoyer un peu par-ci, un peu par-là, pour arranger le pays. Oui, c'est vrai, ça m'est arrivé une fois et j'ai ri devant une caissière dans une institution financière de la place. Quand j'ai perçu le salaire, je lui ai dit d'envoyer plus de la moitié, en plus des engagements qu'on a et on vit sous près dans ce pays-là. Et quand tu prends le reste, je lui dis de prendre une bonne partie et de mettre sur le compte Orange Money pour envoyer peut-être à d'autres personnes qui pensent que tu peux effectivement les aider. Et souvent, il nous arrive d'avoir pratiquement rien après avoir fait ce sacrifice-là. C'est là où ça pose un peu problème quand on demande des contributions à ces Burkinabés. On veut contraindre. Parce que n'oubliez pas, et avant de retenir les 1%, beaucoup de Burkinabés payent l'UTS. Moi, je paye l'UTS. On me prélève pour cela. Hein? Mais quand on voit que des gens ont pris 400 millions, et quand même, je me dis, est-ce que ça vaut la peine pour moi d'encore ronger dans le petit salaire, que j'ai? Encore, quand on regarde ce qui s'est passé, par exemple, à la Lonabé, où des gens ont dilapidé ou en tout cas pris l'argent pour faire de cet argent-là ce qu'ils veulent. Il y a des personnes qui sont déjà interpellées. Maintenant, c'est aux autorités actuelles de contraindre ces personnes-là de reprendre l'argent qu'ils ont pris dans les caisses de l'État. Il y en a encore un peu partout. C'est pour la Lonabé qui a été rendu public. Sinon, il y a eu beaucoup d'institutions où l'argent est passé là où on ne sait pas forcément. Il y en a eu à la banque agricole, je crois. On a parlé comment on appelle ça, des détournements. En tout cas, il y a eu de l'argent qui a coulé dans les canaux là où il ne faut pas. Il faut chercher cet argent-là. Et ensuite, maintenant, passer vers les populations. Et il n'y a pas seulement que les salaires. La contribution, on peut aller même au-delà. Quitte à réquisitionner à un moment donné, tous les biens des Burkinabés peuvent être réquisitionnés à tout moment pour faire face à cette situation-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'existence de notre pays qui est en jeu. Et nous sommes tous disposés à contribuer. Nous sommes tous prêts à faire ce sacrifice-là. Mais pourvu que ceux qui doivent collecter ces sacrifices-là aussi montrent patte blanche. Mais en tout cas, ce qu'on voit déjà, il y a quand même des craintes et des doutes. D'accord. Albert Nagbego, il est aussi question de la contribution d'institutions comme la Lonabé. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative également? On ne peut que penser négativement. Parce que quand vous prenez par exemple l'ONABé, la CNSS, la SONAPOS, c'est toutes ces raisons qui avaient conduit à la création de comment dirais-je, la CDC, la Caisse des dépôts et de consignation. Et puis une transition est venue dire que bon, on va supprimer ça. Si aujourd'hui ça existait, je ne suis pas là pour défendre la Caisse, je n'y connais pas grand-chose. Mais de ce que je sais, par exemple, les excédents de ces institutions-là vont où? Dans des banques commerciales. Maintenant, si aujourd'hui on arrivait à dépasser nos égos et qu'on avait par exemple cette CDC aujourd'hui, peut-être que les excédents là seraient là-bas et qu'on n'aurait même pas besoin d'aller demander à des gens de prélever 1% de salaire. Malheureusement, on a tué ça vite. Peut-être au profit même des banques commerciales encore. Et maintenant, on se plaint qu'il y a des millions qui se volatilisent dans la nature. Donc bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Le problème ici, on demande aux gens c'est une proposition d'abord du gouvernement. Parce que le gouvernement montre que son budget, il aura un déficit. Et dans ce déficit, il cherche des pistes pour pouvoir également combler le truc. Un déficit de près de 86 milliards. Voilà. Maintenant, non, plus que ça, je pense. C'est des milliards. Bon, bref, je n'ai pas les chiffres, mais on cherche à combler ce vide-là. Et le gouvernement fait des propositions.
peut-être prélever 1% du salaire du privé et du public, peut-être imposer des taxes sur certains produits. Même ça, il aura encore un déficit selon le ministre de l'économie, si j'ai bien compris. Mais le problème n'est pas là. Combien de temps va durer cette guerre? Et combien de temps va durer dans les histoires de prélèvement? Aujourd'hui, les syndicats ne manifestent pas parce qu'on se dit que c'est un semblant de trêve sociale, parce que la situation ne va pas. Mais ça ne veut pas dire aujourd'hui que les travailleurs sont dans des conditions reluisantes également et qu'ils pourront peut-être dans 2-3 ans continuer à se laisser prélever 1%, parce que tout acte qui sera posé sur le salaire aura forcément des incidences. Moi, j'aurais aimé que, comme Nabaloum le disait, le premier compte ouvert sous Damiba, qui a été officiellement annoncé, on fasse le point. Les institutions de l'État aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'armée, on fasse le point clairement. Parce que si dans certains pays comme le Mali, le Niger, il est ressorti qu'il y a eu des corruptions dans l'achat du matériel, ce n'est pas le Burkina Faso qui peut être exempté. Ce n'est pas possible. On fait le point. Là où on peut aller récupérer l'argent, on va récupérer l'argent. Au Niger, ils sont allés les récupérer. Au Mali, aujourd'hui, Karim Keïta subit également la pression. On récupère ce qu'on peut récupérer. Même si on a récupéré 5 milliards, c'est quelque chose. On fait blackout dessus. Lui, Issa parlait de la non-avait tout de suite. On met le truc dans le système classique de la justice. Tout en sachant que ça, c'est des années. Après, on ne se pose pas la question, mais il y a combien aujourd'hui dans d'autres institutions de l'État où on peut aller prélever? Non, on ne parle pas de ça. On laisse ces institutions-là avec leurs excédents et ces institutions les gardent jalousement et on vient dire aux gens, on va prélever 1%. Si ça peut aider, tant mieux. Mais j'ai dit, il faut craindre pour l'avenir parce que les sources de revenus aujourd'hui sont en train de devenir faibles. Les mines sont en train de fermer beaucoup, d'autres sont en train de compresser, d'autres tout nous ralentit parce qu'on n'arrive plus à importer certains produits à utiliser dans les mines. Et dans les communes où parfois on prélève des taxes communales et même des taxes fiscales, certaines communes ne fonctionnent plus, délocalisées parce qu'il y a du terrorisme. Et d'autres choses encore, on regarde aujourd'hui le train de vie, on est le pays où l'inflation est très élevée, peut-être même le plus élevé de l'espace UEMOA. Donc, il ne faut pas voir la contribution là à court terme. D'accord. Il faut penser à comment ça va aller dans les années à venir. Et c'est dommage. Vous avez vu que le Burkina a lancé un emprunt obligataire. Ça n'a jamais marché, on n'a jamais eu de résultats. Parce que parfois on vous dit que c'est annulé. Les investisseurs ne se mobilisent pas. Mais si on doit continuer dans ça 6 mois, est-ce qu'un pays peut faire un an sans lancer un emprunt obligataire? C'est pas possible parce que c'est aujourd'hui l'habitude des pays. Chaque 3 mois, chaque mois, il y en a même en un mois, ils peuvent le faire 2 fois, 3 fois. Mais nous, on n'arrive même pas à lancer et à voir. D'accord. Et nous sommes un peu pris par le temps. La situation, à mon avis, n'est pas reluisante. Malheureusement, j'ai l'impression que ce pays est toujours dirigé par un groupuscule, une minorité de personnes. Et on est dans un cercle infernal, c'est-à-dire qui reprend chaque fois avec les mêmes erreurs. Il n'y a personne pour venir rompre le signe indien. D'accord. Alors 40 secondes pour un dernier tour de table chacun. C'est dans un tel contexte que nous apprenons cette affaire d'une supposée présence de Wagner au Burkina. Et c'est le président ghanéen qui le dit depuis Washington. Qu'est-ce que vous en pensez, Aimé Nabaloum? 40 secondes. Wagner, finalement, je dirais, va finir par traumatiser les États africains. Et tout cela parce que aucun État ne veut s'assumer. Il ne faut pas marchander sa sécurité nationale. Moi, je suis contre la présence des forces étrangères pour sécuriser des nationaux. Ça va donner du désordre, quoi qu'il en soit, mais ça reste ma position. Le Ghana crée, le Ghana peut avoir ses raisons, le Ghana peut avoir tort, mais moi, personnellement, je dis que ce groupe privé de sécurité vienne au Burkina pour sécuriser les Burkinabés, ça ressemblerait à une honte. D'accord. Alors, Issa Sigiré, à vous également. La réaction du Burkina ne s'est pas fait attendre. Il y a eu le rappel de l'ambassadeur du Burkina au Ghana pour consultation et également la convocation de l'ambassadeur de Ghana au Burkina. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est dans l'ordre normal des choses parce que j'ai trouvé un peu déplacé les propos du président ghanéen. C'est pas de cette façon-là qu'on s'adresse à un pays ami, pour ne pas dire un pays frère. Mais qu'à cela ne tienne, c'est aussi sa position, il a ses craintes. Mais on va tous espérer que cette information-là ne soit pas confirmée parce que jusque-là, on était encore fiers de nos autorités parce que depuis Roch était civil, avait toujours
toujours refusé ces choses-là, que des fois étrangers interviennent sur le sol burkinabé, et que ces forces étrangères-là soient officielles ou des mercenaires, il avait toujours refusé. Et ce ne sont pas les militaires aujourd'hui qui sont au pouvoir, qui sont des métiers des armes, qui vont aujourd'hui faire appel à ce groupe privé-là pour défendre le Burkina Faso. Mais même si je suis d'accord que en termes d'instruction, on peut avoir recours à ces instructeurs, parce qu'il y a un certain type d'équipement et où les constructeurs gardent un certain nombre de choses jalousement, où il faut des instructeurs, il faut un certain nombre de personnel étranger pour conduire un certain nombre de choses. Mais on espère que nos autorités ne vont pas jusqu'à contracter avec ce groupe privé de mercenaires pour combattre sur le terrain. D'accord, alors 30 secondes, Daouda Kinda. Est-ce que diplomatiquement, il ne faut pas craindre pour des tensions entre Accra et Ouagadougou? Non, je pense que les deux pays vont trouver les voies et moyens de recoller les morceaux. C'est de l'ordre normal des choses que le Burkina Faso rappelle son ambassadeur et convoque l'ambassadeur du Ghana au Burkina, parce que j'estime que le président ghanéen a manqué de courtoisie au nom des liens historiques qui entre nos pays. Le président malien, le président ghanéen Nana Akufo-Addo aurait pu quand même se rapprocher des autorités burkinabées pour savoir toute la substance de cette information que lui aussi il a reçue, parce qu'il l'a dit au conditionnel en fait. Il l'a dit au conditionnel, donc il aurait pu se rapprocher de nos autorités pour avoir cette information-là. Pour réagir rapidement sur le Wagner, on dit souvent que quand on se noie, on s'accroche à tout. Mais je pense que dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement, ce serait bien qu'on puisse compter sur nos propres forces. On a lancé de nombreux recrutements. 50 000 VDP, dans la gendarmerie on a recruté des milliers, dans l'armée on a recruté des milliers. Je pense qu'on a la ressource humaine nécessaire pour mener le combat. Donc il faudrait tout simplement les doter de moyens conséquents pour qu'ils puissent mener la guerre. D'accord, alors Albert Nagrigo, comment est-ce que vous avez apprécié ces propos du chef de l'État ghanéen depuis Washington? Non, moi j'attends encore de voir quelques jours si c'est vraiment faux. Parce que quand je regarde les signaux, je me dis, bon, le président ghanéen il peut avoir raison aussi. Parce que... vous y croyez à la présence de Wagner au Burkina? Pas que je crois, je dis quand je regarde les signes, quoi. Donc ce qui fait que je dis, j'attends encore de voir un peu. J'attends d'avoir le démenti du gouvernement, j'attends ça. Ensuite, quand généralement les gens disent que le Mali c'est un laboratoire à ciel ouvert pour le Burkina, donc moi j'ai toujours dit, aujourd'hui quand tu sais lire entre les lignes, tu sais bien que les autorités actuelles marchent sur les pas du Mali. Et donc, là où je me pose aussi un petit doute, c'est est-ce que le président ghanéen, un État voisin qui a un service de renseignement, va oser aller parler d'un sujet sensible, au conditionnel, aux États-Unis, et que les Américains aient le courage de reprendre cette information sur le site du secrétariat d'État aux affaires étrangères? Je suis un peu dubitatif, mais j'attends de voir pour croire que c'est une fausse information. J'ose espérer également que ce soit une fausse information, parce qu'à mon avis, si aujourd'hui on arrive à avoir Wagner au Burkina Faso, ce n'est pas à l'honneur de notre armée, ce n'est pas à l'honneur de ces VDP, des milliers de VDP qui sont en train de se donner corps et âme également aux côtés de l'armée burkinabé pour combattre ces terroristes. Je crois que l'idée dans l'opinion passe déjà, parce que moi j'ai lu sur la toile depuis hier jusqu'à aujourd'hui, des gens posent la question, mais où est le problème? C'est le Burkina, c'est le Burkina qui décide. Et il n'y a pas meilleur moyen de mesure pour les autorités que l'opinion, comme généralement ils le font, les ballons d'essai. Donc s'ils voient que depuis l'annonce faite par le président ghanéen, dans l'opinion c'est bien perçu, bon, donc je me dis que ça dit qu'un jour pourrait être tenté, voilà. Et ça rejoint ce qu'on disait, vous avez vu que le président ghanéen a cité le voyage du Premier ministre à Moscou, dans cette affaire encore, et il a même allé indexer une mine au sud du pays en contrepartie pour Wagner. Je trouve que même si son ambassadeur dit qu'il parle au conditionnel, il a tellement de précisions que il pour s'hasarder sur un terrain comme ça, quoi. D'accord. Donc maintenant, au début, c'était le Niger et le Mali, le clash entre le président nigérien et les autorités au Mali. Cette fois-ci, notre clash aussi, ça commence par le Ghana. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il y a beaucoup de similitudes entre le Burkina et le Mali, et attendons de voir, parce qu'au-delà des crises sécuritaires, nous sommes en train de progresser dans une crise diplomatique avec tous les pays voisins. Le Mali et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas trop ça. Le Mali et le Niger, le Burkina aujourd'hui, le Ghana. Bon,
Attendons de voir. Et on aura le temps d'y revenir plus tôt. C'est tout pour ce numéro de votre émission La Tribune des éditos. Merci aux invités qui ont fait le déplacement. Merci à vous qui l'avez suivi et merci également à l'équipe technique qui a permis sa réalisation. On se retrouve le week-end prochain pour un autre numéro, mais d'ici là, portez-vous bien.